On va essayer de rentrer dans le vif avec toi, Antion. Tu as pu recueillir les témoignages de plusieurs détenus. On les diffuse là ce soir en exclusivité et je te laisse nous les présenter, ces détenus. Oui, voilà, la démarche, c'était un peu, je crois que c'est l'essence même et la raison d'être de cette émission, aujourd'hui, plus que jamais, on ressent le besoin de donner la parole à des personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas s'exprimer et qui ont pourtant besoin de poser des mots sur leur situation et d'alerter le grand public sur ce qui est en train de se passer. La situation des détenus, on l'a traité dans les colonnes du journal déjà la semaine dernière. Il y a eu aussi un article cette semaine avec Michel, avec Mathieu Suc et Camille Polony, parce que les détenus, ce sont les confinés parmi les confinés. Leur situation intéresse peu le débat public. En tout cas, elle est peu traitée. Et pourtant, il y a des cas de coronavirus en détention. On peut imaginer dans des lieux fermés d'extrême promiscuité ce que ça peut générer d'un point de vue sanitaire, mais aussi psychologique. Et donc, depuis plusieurs jours, on est un certain nombre de journalistes de la rédaction à recevoir des alertes, des témoignages. Donc, on a lancé des différents dispositifs pour recueillir des alertes et parmi ces adresses mail, on reçoit évidemment des proches de détenus qui sont assez inquiets, qui n'ont pas de nouvelles. Il faut savoir que les parloirs ont été suspendus, donc il n'y a pas d'échange direct. Certes, il y a pas mal de détenus qui ont quand même des téléphones, même s'ils n'ont pas le droit et qui arrivent comme ça à faire parvenir des nouvelles, mais c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a eu hier l'annonce officielle du premier décès en détention à la maison d'arrêt de Fresnes, qui est une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire extrêmement important en Île-de-France. Donc c'était un détenu âgé, diabétique, qui est décédé. Il y a aussi deux personnels soignants de ce même centre pénitentiaire qui ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Et donc évidemment, comme une traînée de poudre, ça génère un niveau de tension assez exceptionnel. Et on l'a vu d'ailleurs en Italie, hein, il y a eu des mutineries, ça a été très loin. Donc dans ce contexte-là, on a recueilli 2 témoignages vidéo. On avait eu d'autres témoignages de détenus, mais il y en a 2 qui ont réussi à nous faire parvenir leur cri en fait de l'intérieur de leur cellule. Le premier, donc on va voir là, et a été envoyé par l'intermédiaire d'une famille. En fait, la vidéo a transité directement par la famille qui nous l'a ensuite transmise. Et donc, il s'agit d'un détenu qui évidemment reste anonyme, qui est incarcéré dans une maison d'arrêt importante en Île-de-France. C'est un appel au secours, parce que plus personne ne parle de nous, on parle que du dehors. Même en regardant les informations ou les médias, on voit certains agents de police être protégés, masqués avec des gants, mais ici le personnel pénitentiaire n'a même pas les moyens de se protéger, n'a pas de gants, n'a pas de produits, voire même, encore pire, n'a pas tout simplement les moyens de faire face à la situation qui est actuelle, qui est dramatique, qui est chaotique, qui est vraiment dangereuse pour tout le monde. Ici, si il y a des centaines de milliers de détenus, si il y a une personne qui contamine le reste, mais je vous dis même pas, je vous raconte pas le chaos ou voire même les drames, les morts qui seront comptés ici dans les coursives ou dans les cellules. Donc s'il vous plaît, essayez de relayer cette vidéo et c'est juste un appel à l'aide, qu'ils prennent des décisions courageuses pour pouvoir soulager la population carcérale, le personnel pénitentiaire et l'administration pénitentiaire et qu'ils fassent le nécessaire pour que les mesures correctes et surtout d'hygiène soient prises rapidement. Depuis que les décisions qui ont été prises récemment par l'administration pénitentiaire et le gouvernement, les prisonniers de France subissent un réel chaos, un calvaire je dirais. Parce que, primo, on a des parloirs qui ont été suspendus, sachant que tout le monde sait que la famille est avant tout le moteur d'une bonne réinsertion et surtout permet aux détenus, aux personnes détenues, de mieux se canaliser et d'envisager l'avenir sereinement. Depuis qu'il y a cette épidémie du coronavirus, on est en danger, nous. On est chaque jour en danger parce que on a des intervenants, le personnel pénitentiaire qui régulièrement, chaque jour, travaille ici au sein de ces établissements, font des va-et-vient
entre le dehors et l'intérieur. Et ces personnes sont pour nous des personnes très dangereuses parce qu'ils pourraient nous contaminer. Sachant que il y a sûrement des cas qui sont présents dans les milieux carcérales. Et aussi, il y a une vérité qui nous est cachée. Le personnel pénitentiaire, lui, ne respecte pas les mesures de sécurité qui sont imposées par tout le monde, ne se protège pas, ne porte pas de masque, n'a pas à sa disposition des gels ou des lotions hydroalcooliques, chose qui pourrait permettre et surtout éviter une grosse contamination au sein du milieu carcéral. Chaque jour ici, les prisonniers vivent avec la peur au ventre, la peur d'être contaminés et voire même la peur de mourir derrière les barreaux. Je sais que pour une société, avant tout, elle doit être protégée, mais en tant que prisonniers, nous pensons que nous avons encore une dignité et notre dignité ne doit pas être foulée au sol. Au quotidien, nous regardons les infos, les chaînes de télé, les chaînes d'information qui nous parlent de la vie à l'extérieur, mais aucune chaîne ou aucun média ne prend au sérieux la situation que subissent les personnes détenues actuellement. On est dans un isolement total. Oui, on a été condamné, oui, on a été sanctionné, ou certains sont encore en attente de jugement. Mais c'est pas pour autant qu'on doit être abandonné par la société. Donc maintenant, on peut passer à la seconde vidéo. C'est un détenu, cette fois, à la maison d'arrêt de Seyss. Donc c'est à Toulouse, à 25 km au sud de Toulouse. C'est une maison d'arrêt un peu plus petite que les gros centres pénitentiaires tels que Fleury ou Fresnes en Île-de-France. Mais c'est aussi une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire assez récent, construit en 2003, et vous allez voir quand même que malgré le fait que cette maison d'arrêt soit récente, ça pose évidemment aussi des problèmes de salubrité, et donc la situation actuelle ne fait que les accentuer, et je vous invite à regarder le témoignage. Voilà, on fait cette vidéo pour vous montrer les conditions de détention en prison. Voilà, on est 3 dans une cellule de 9 mètres carrés. Là, ils veulent pas montrer leur tête, les co, pour par peur des représailles des surveillants. Donc là, il y a un co, 2 co, là, il y a mon lit. Voilà, on est bien en prison ici à Seyss. Là, ça fait une semaine qu'on n'a plus de parloir, qu'ils nous autorisent plus les promenades, on n'a plus rien. On est en train de paniquer en prison. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ça allait s'empirer. Donc voilà, on veut mettre l'opinion publique, leur montrer dans quelles conditions on vit. Voilà, on est là à Seyss. C'est inadmissible, on est 3 dans 9 mètres carrés. Certes, on a fait des délits, on a commis des choses. Je suis d'accord avec je suis d'accord avec la peine pour qu'on ait été condamné. Je suis pas en train de dire qu'on mérite pas la prison. Par contre, on mérite d'avoir des droits un minimum. Là, regardez, mon co, il dort par terre. Pareil, à proximité, il n'y a aucun mouvement d'espace, il n'y a rien, on bouge pas. Les cantines, ça arrive plus. Les cigarettes, c'est en pénurie. Voilà, en gros, là, on est en train c'est une cocotte minute qui est en train d'exploser. On est même en danger de mort. Il y a le coronavirus qui circule, ils veulent pas nous le dire, on sait pas ce qui se passe. On sait qu'il y a des cas dans la prison, ils nous le disent pas, ils nous laissent dans nos problèmes. Et on a peur qu'un jour la porte ne s'ouvre plus et qu'on nous laisse mourir dans la cellule. Il y a beaucoup de psychoses qui commencent à s'installer dans la prison. Alors voilà, on veut mettre l'opinion publique au clair, leur montrer que ce qu'ils racontent c'est pas vrai, on n'a pas de lit d'appoint. Regardez, on dort par terre, le troisième matelas, je vous montre, je vais montrer mon co, il y a un mat. On dort par terre à 3. Et en plus de ça, on ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire. Les surveillants ne communiquent pas, ils ne nous disent rien du tout, on ne sait pas quoi faire, on est perdu. Il y a beaucoup de détenus qui sont en train de penser au suicide, de penser à... Voilà, on essaie de remonter le moral des gens, mais on n'arrive plus. On ne sait pas comment faire, donc s'il vous plaît, aidez-nous. Parce que là, on est vraiment dans un gros problème, là. Aidez-nous, s'il vous plaît. Alors, on a entendu deux détenus qui s'inquiètent de leurs conditions de détention et à raison. D'habitude, elles sont pas toujours, enfin, voire très souvent pas très glorieuses, des détenus à plusieurs. Là, on a des détenus qui sont à plusieurs dans une cellule, d'autres qui s'inquiètent des conditions sanitaires, de l'absence d'informations. Raphaël Kempf, une réaction après les avoir entendus? Oui, mais
Effectivement, les conditions de détention en temps normal en France sont extrêmement difficiles. La France a été condamnée récemment par la Cour européenne des droits de l'homme en raison des conditions indignes de ses prisons. Et la crise actuelle est un révélateur encore plus incisif, encore plus grave de cette situation dans les prisons. Et c'est vrai que la situation est extrêmement grave aujourd'hui. Les détenus s'inquiètent. Nous, avocats, on s'inquiète aussi. Et il y a quand même une forme d'opacité. Parce que ce qui nous permettait de communiquer auparavant avec les détenus de façon extrêmement régulière, aujourd'hui on ne le peut plus. C'est-à-dire que les parloirs ont été supprimés, les interventions extérieures ont été supprimées, sauf pour les avocats. C'est-à-dire que moi j'ai encore le droit, et je me suis encore renseigné ce matin auprès de la maison d'arrêt de la santé, j'ai encore le droit d'aller au parloir à la santé, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire pour que moi je ne propage pas le virus en détention, et inversement aussi. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut plus rencontrer nos clients, ils ne peuvent plus nous raconter ce qu'il se passe, et on ne peut pas préparer leur éventuelle défense si des audiences arrivent. Mais en plus de ça, la question du téléphone. Alors, vous savez que les détenus ont le droit de nous appeler depuis des cabines téléphoniques en détention. Ouais. Moi, j'avais certains détenus qui m'appelaient tous les jours ou tous les 2 jours, notamment à la maison d'arrêt de Fresnes. Et là, depuis quelques jours, je n'ai plus aucune nouvelle. Donc voilà, il y a quand même une situation d'inquiétude et d'opacité qui est extrêmement grande. Et alors, oui, Michel, vas-y. Oui, en fait, dans ce que dit Raphaël Kemp, ce qui est intéressant, c'est que c'est le révélateur aujourd'hui d'une situation qui est ancienne et qui est catastrophique. On a eu plusieurs rapports parlementaires qui l'ont dit, la prison c'est une honte pour la République. Dans les maisons d'arrêt, en moyenne, le taux d'occupation est de 138%, mais dans certains établissements, c'est 150 ou pas loin de 200. On a vu les images. Tout ce que ça peut supposer en termes de problèmes de santé, de problèmes psychologiques. Et concrètement, depuis 30 ans, même si la prison absorbe la plupart du budget du ministère de la Justice, tous les gouvernements successifs s'en foutent. On continue à entasser les gens, à avoir des lois de plus en plus répressives et à avoir des jugements de plus en plus sévères. C'est une population électorale qui intéresse personne. On n'en parle jamais, sauf aujourd'hui, heureusement, puisqu'on a enfin ces vidéos qu'Antion a réussi à se procurer. Mais c'est un des angles morts de notre démocratie. Et si demain, comme on peut le craindre, il y a soit des émeutes, soit une épidémie importante, soit les deux, on va être confronté à ce qu'on a laissé sous le tapis depuis des décennies. Et c'est franchement scandaleux. Et est-ce que dans ce contexte très particulier là, qui s'ajoute à la difficulté déjà que vous avez tous les deux énoncé, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à trouver du côté, par exemple, des peines, des détenus qui sont en fin de peine, à qui il resterait peut-être quelques semaines, 1 mois, 2 mois, voilà, est-ce que du côté des peines, des reliquats de peine, il n'y aurait pas quelque chose à imaginer de, bah voilà, on les sort plutôt que prévu, puisque de toute façon, leur sortie est planifiée? Ça commence déjà, hein, puisque bon, on l'a écrit cette semaine, les juges qui statuent sur l'application des peines essayent, dans la mesure du possible, de faire sortir un petit peu plus tôt les gens pour lesquels le reliquat de peine est peu important. Ça, c'est à un bout de la chaîne. À l'autre bout de la chaîne aussi se pose la question des gens qu'on continue à incarcérer. Est-ce que Mais pardon, Michel, ça dépend du bon vouloir des juges de faire ça, ou ça peut être fait de manière systématique? Alors, bon, il peut y avoir une grâce présidentielle pour les courtes peines, ça peut exister, on peut l'imaginer, pour l'instant il n'en a pas été question. Nous, ce qu'on a écrit cette semaine, c'est qu'il y a des directives du ministère pour essayer, dans la mesure du possible, par voie de circulaire, de limiter les incarcérations aux cas qui vraiment le nécessitent, ce qui devrait d'ailleurs être le cas tout le temps, et aussi pour essayer d'être un petit peu plus souple dans les critères de remise en liberté. Mais on est face à un système qui est un peu schizophrène, puisque la tendance jusqu'ici était plutôt de remplir les prisons et de ne pas se poser assez sérieusement ces questions-là. Est-ce que la crise d'aujourd'hui permettra de se poser finalement ces questions, Raphaël Kemp? Mais oui, on le voit déjà, par exemple, avec la question des comparutions immédiates, qui est une procédure d'exception, qui est une machine à incarcérer et à remplir les prisons. Et là, avec cette crise du coronavirus, en quelques jours à peine, la chancellerie nous a dit on va arrêter de bourrer les comparutions immédiates, on va les limiter au strict maximum et on ne fera des comparutions immédiates qu'après avoir procédé à un examen précis et détaillé des dossiers. Comme si, à contrario,
Avant cette crise, on ne le faisait pas, on bourrait les comparutions immédiates et on envoyait énormément de gens au casse-pipe dans cette machine à incarcérer, ce qui, je vais vous le dire sincèrement, est ma conviction. Cette procédure d'exception, les avocats en demandent la suppression depuis plusieurs années. La grève des avocats était un révélateur de ces problématiques. Cette crise du coronavirus la révèle encore et il est évident qu'en l'état actuel de la situation, il faut supprimer ces comparutions immédiates ou au moins les suspendre. Cette crise du coronavirus, elle dit une chose qui est très claire. Il faut pouvoir vider les prisons. Alors peut-être pas totalement, mais il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de gens en prison à l'heure actuelle. Donc ça veut dire au début moins incarcérés et à la fin faire sortir. Or, je suis obligé de constater que les premiers signes donnés par le gouvernement sur la question notamment du maintien en détention des prévenus, donc ceux qui sont mis en examen ou dans l'attente de leur jugement, sont des signes qui tendaient à inciter les magistrats à maintenir par tous les moyens possibles les gens en prison. Et j'en veux pour exemple la circulaire auquel Michel Deléan a fait référence au début de cette émission, à savoir la circulaire de samedi dernier de la garde des Sceaux. Circulaire dans laquelle le ministère de la Justice dit très clairement aux magistrats, parce que vous savez que, par exemple, pour statuer sur la détention provisoire des personnes mises en examen, un certain nombre de délais doivent être respectés. Et si ces délais ne sont pas respectés, les personnes sont remises en liberté d'office. Et donc ça, c'est une garantie démocratique contre la détention arbitraire. Eh bien, que nous dit la garde des Sceaux dans cette circulaire? Elle nous dit on va utiliser une théorie jurisprudentielle qui n'a jamais été appliquée dans ce contexte-là, mais on vous invite à l'utiliser, c'est-à-dire la théorie des circonstances exceptionnelles. Et en application de cette théorie des circonstances exceptionnelles, vous pourrez ne pas statuer dans les délais. Mais pourquoi? Pas dans le but de remettre les prévenus en liberté, mais dans le but de les garder en détention, alors qu'ils sont présumés innocents et en détention provisoire, alors même que les délais n'auraient pas été respectés. Donc l'idéologie de ce gouvernement, l'idéologie pénale et carcérale de ce gouvernement, dès le début de cette crise, c'est comment on fait, non pas pour désengorger les prisons, mais comment on fait pour garder les prisonniers en prison et pour qu'ils restent confinés à l'intérieur des prisons. Voilà, ça c'est la première observation sur la question de comment on fait rentrer les gens ou comment on les maintient en prison. Et d'ailleurs, moi j'ai été frappé parce que j'ai pu plaider, et c'est la dernière audience que j'ai plaidé, lundi dernier en comparution immédiate, une audience où je défendais avec une consoeur un manifestant qui avait été arrêté à la manifestation de samedi dernier. Quelle était l'urgence du côté du parquet de Paris à déférer en comparution immédiate et du côté du procureur aussi à venir demander l'incarcération, c'est-à-dire que je demandais le report de ce dossier pour qu'il puisse préparer sa défense, et le procureur, on était lundi, demandait à ce que cette personne aille en prison pendant 1 mois. Donc on voit que, alors même qu'il n'y a plus aucune manifestation à l'horizon, c'est absolument impossible vu la situation dans laquelle on est, on a un parquet qui demande à ce que les gens aillent en prison. Bon, heureusement, le procureur ce jour-là n'a pas été suivi. Mais voilà, on voit un peu l'idéologie qui est celle de ce gouvernement au tout début de cette crise, du point de vue de la gestion de cette crise en prison. Et il y a quand même... Oui, Peut-être pour compléter le propos, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez saisissant, notamment depuis l'accélération et la prise, notamment la première prise de parole d'Emmanuel Macron sur le sujet du coronavirus, et puis lundi avec les mesures de confinement, c'est que on est prêt à mettre en place et en œuvre des mesures exceptionnelles touchant à tous les secteurs de la société, que ce soit en termes de liberté publique ou notamment sur les questions économiques pour faire front face à ce virus. Et par contre, en matière de politique carcérale, on fait vraiment du cosmétique. Et là, on dit qu'on ne peut pas changer de doctrine de manière radicale pour faire face à quelque chose qui s'apparente à une crise sanitaire. Il faut imaginer ce que peut être la propagation d'un virus en détention, avec d'ailleurs les détenus le disent, avec du personnel pénitentiaire qui se met aussi en danger parce que ils ne portent pas de masque, parce que ils se parlent à moins de 1 mètre de distance. Les détenus sont plusieurs dans leurs cellules, et on peut imaginer assez facilement, il n'y a pas besoin d'être épidémiologiste pour imaginer la manière dont le virus peut se propager. Et cette situation réclame de fait des mesures urgentes et exceptionnelles telles que celles qui ont été prises pour pallier au problème dans d'autres secteurs de la société. Et moi, je trouve qu'il est assez frappant de voir aujourd'hui que l'un des seuls secteurs qui n'est pas concerné par des mesures exceptionnelles, c'est le milieu carcéral. Michel ? Oui, et puis là, on a du bricolage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
pour essayer de calmer le jeu, le ministère de la Justice a annoncé qu'il allait avoir un petit crédit de, je crois, 40 € par détenu pour pouvoir téléphoner plus facilement, qu'il allait avoir des aides pour qu'ils aient la télévision. Mais la question n'est pas celle-là, on comprend bien. La question, c'est qu'il y a trop de gens en prison, d'une part, pas assez de magistrats, d'autre part. Et si, comme l'expliquait très bien Raphaël Kempf, on dit si vous ne tenez pas les délais pour les audiences qui touchent à la détention des personnes en attente de jugement, c'est aussi parce qu'il y a une pénurie de magistrats. Et donc on bricole tout le temps pour essayer de finalement passer d'une petite transgression à l'autre, d'une bavure à l'autre, et on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes. Ce qu'on constate en fait dans le milieu de la justice, à savoir le manque de magistrats, le manque de moyens, qui est criant en période de crise coronavirus, c'est exactement la même chose que ce qu'on constate dans le milieu hospitalier, qui est en crise. On en a parlé dans Mediapart, et dont la crise se révèle aujourd'hui gravissime parce que les besoins sont encore supérieurs à la normale. Sinon, est-ce que aussi, Michel, comme vous en avez parlé dans ce papier que vous avez écrit à plusieurs mains avec Camille Polony et Mathieu Suc, Michel, est-ce que tu peux un peu raconter, voilà, est-ce que du côté des magistrats, il y a quand même une espèce de question un peu philosophique, enfin, sans vouloir faire de la philosophie de comptoir, entre l'exigence sanitaire et en même temps, voilà, qu'est-ce qui prime, quoi? L'exigence sanitaire, la sécurité des détenus ou la sécurité de la population? Comment décider, comment juger dans ce moment qui est tout de même particulier si on met à part les difficultés habituelles des magistrats? Alors, tous ceux auxquels on a parlé les uns et les autres sont très conscients de ça. Hein. Ils ne sont pas entièrement dans leur tour d'ivoire, ils ne sont pas entièrement confinés intellectuellement. Ils savent qu'on vit une période qui est absolument sans précédent. Donc, ils ne peuvent pas ne pas en tenir compte, mais cela dit, ils sont tenus aussi par tout un ensemble de règles, de textes, de lois, et puis par des fonctions aussi, et parfois par des directives qui leur sont données, donc ça va vraisemblablement se jouer à la marge. C'est-à-dire que dans ceux qui sont plutôt droits dans leurs bottes, il y a un président de chambre correctionnelle qui nous disait bon, bah, nous, on est déjà très sourcilleux sur les incarcérations décidées par jugement, c'est-à-dire avec peine de prison ferme et mandat d'arrêt. Donc, lui disait, il n'y a pas de raison qu'on change grand-chose puisqu'on tient déjà compte de l'âge de la personne, de son état de santé, etc. etc. Ça, c'est le raisonnement un peu droit dans ses bottes. En revanche, il est bien évident que les juges d'application des peines et les juges des libertés et de la détention auxquels on a parlé se poseront encore beaucoup plus la question qu'auparavant, que les juges d'instruction aussi qui peuvent être amenés à demander des détentions provisoires se la posent, et que, à part peut-être quelques cas que les psychologues pourraient traiter, mais la plupart des magistrats sont obligés de se poser cette question. Ils ne peuvent pas se contenter de mettre les gens en prison pour rassurer une opinion publique qui est celle des syndicats de policiers et puis des journaux télévisés. Il y a aussi de l'humain dans tout ça. Raphaël Kempf, vous voulez réagir? Oui, alors la réponse à cette question éthique ou à ce dilemme du prisonnier, pour reprendre le titre de votre article, on va la voir de façon très concrète et matérielle dans les jours qui viennent ou la semaine prochaine, parce que nous, comme avocats, notre responsabilité face à cette crise, c'était de déposer des demandes de mise en liberté au regard de la situation sanitaire. Et nous considérons que les conditions de détention font que nos clients, du seul fait qu'ils sont détenus, sont exposés à un risque d'infection par le coronavirus. Alors évidemment, dans chaque situation, on insiste sur les aspects de telle ou telle personne qui font qu'elle est plus ou moins exposée à ce virus, mais nous avons déposé ces demandes de mise en liberté. Donc le dilemme du prisonnier, il est actuellement sur le bureau des magistrats et nous aurons la réponse dans les jours qui viennent. Mais il est évident que la réponse, elle ne peut pas être uniquement individuelle au niveau de chaque magistrat et de chaque dossier. Il faut aussi des mesures fortes du côté du gouvernement, du côté aussi du pouvoir législatif. Et il y a un certain nombre de tribunes qui ont paru, qui vont paraître, qui demandent à ce que de l'air soit donné, que des prisonniers soient libérés, que des mesures de grâce, de très nombreuses et massives mesures de grâce soient prises pour des courtes peines, pour des situations, etc. Mais alors là, on va autoriser le gouvernement, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à légiférer par ordonnance. Pourquoi est-ce que, dans le cadre de ce processus législatif, le gouvernement ne pourrait pas
assouplir, par exemple, les critères qui permettent d'accorder des libérations conditionnelles ou des critères pour la question de la détention provisoire. Enfin voilà, c'est des éléments sur lesquels le pouvoir législatif, à travers les ordonnances, devrait pouvoir agir pour faciliter, donner des moyens juridiques aux magistrats de donner de l'air aux prisons et de libérer des personnes. Parce que là, il faut bien voir que la situation à l'heure actuelle, elle est extrêmement compliquée. On a dit qu'il n'y a plus de parloir, mais par exemple, là, il n'y a plus de dépôt de linge. Ça m'a été confirmé pour Fresnes. Il n'y a plus de permission de sortir, c'est évident. Donc, ils sont coupés de l'extérieur totalement. Il n'y a plus de possibilité même de réfléchir aux aménagements de peine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de poser les bracelets électroniques. C'est-à-dire que, par exemple, des personnes, et je connais des situations précises, qui, il y a une semaine, pensaient sortir la semaine prochaine et qu'on allait leur poser un bracelet électronique à la maison, eh bien là, c'est plus possible. Donc, ils restent en prison. Les détenus qui sont dans une phase de construction d'un projet d'aménagement de peine avec un projet de réinsertion, de sortie, etc., tout ça tombe à l'eau parce que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ben, ils sont comme vous et moi. Un grand nombre d'entre eux et d'entre elles sont confinés chez eux et chez elles, donc ils ne peuvent plus fabriquer ces projets, construire ces projets avec les détenus. Tout va au ralenti et plutôt que de libérer, j'ai le sentiment, j'ai peur qu'on aille vers un confinement dans le confinement, comme l'expression a déjà été employée tout à l'heure. Voilà. Donc il faut des mesures fortes, à la fois du point de vue du pouvoir exécutif et du point de vue du pouvoir législatif pour donner de l'air aux prisons. Le message est passé. Peut-être un dernier mot sur le cas du détenu à Fresnes, Michel, qui est arrivé, si j'ai bien lu ton papier, en détention atteint du coronavirus et qui en est décédé. Oui. Est-ce qu'à Fresnes, suite à ça, des mesures particulières ont été prises? Est-ce que la mesure de cette épidémie a été prise et des actions ont été prises en conséquence? Alors, pour ce qu'on sait, il est arrivé effectivement, il était en prison, il était déjà malade. Il a été donc mis à l'isolement et ensuite emmené dans un établissement hospitalier où il est décédé. On nous signale d'autres suspicions de cas à Fresnes. C'est apparemment un des établissements sur le plan médical qui est le plus sensible actuellement. Mais on n'a pas, pour être tout à fait sincère, à l'heure qu'il est, d'informations très précises sur ce qui se passe. On regarde ça tous les jours. Et donc, on ne sait pas si les suspicions de contamination sont des personnes qui ont été sorties pour être mises à l'isolement dans un hôpital. On ne sait pas si il y a eu des dépistages. Tout ça, c'est une information qu'on n'a pas. Très peu de transparence sur ces questions-là. La pénitentiaire n'est pas extrêmement transparente. Les familles ne peuvent plus rendre visite aux détenus au parloir. Bon, tout ça est un petit peu sous cloche, malgré tout. Bon, et j'imagine que qu'on va continuer à suivre ça à Mediapart. Un dernier mot, chacun, ou on se dit à une prochaine? Oui, alors, oui, merci. Merci. Alors, on parle de l'enfermement. Je ne voudrais pas oublier non plus les étrangers en situation irrégulière qui continuent à être enfermés dans des centres de rétention administrative par les préfets dans toute la France. Et alors, il y a heureusement un certain nombre de juges des libertés de la détention qui ont commencé à libérer ces personnes-là au motif qu'il était absolument impossible, au vu de la fermeture des frontières et de l'arrêt des vols, il était impossible de les reconduire et de les expulser dans leur pays d'origine. Mais on a vu encore très récemment à Paris, même ce matin à Paris, un préfet, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, demander à ce qu'un ressortissant belge continue à être enfermé au centre de rétention dans le but de l'expulser vers la Belgique. Voilà, on en est à ce niveau-là d'absurdité, alors que l'heure est évidemment à désengorger ces lieux de contamination que sont les centres de rétention et ces lieux d'enfermement.